Bienvenue à tous, on va se présenter, mais d'abord l'agenda. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de Google Tag Manager server-side, donc du tracking côté serveur. On va faire des choses assez simples. D'abord une intro sur qu'est-ce que GTM server-side, comment ça fonctionne, finalement quel est l'intérêt, pourquoi ça existe, pourquoi on voudrait le déployer. Ensuite, on va faire une petite démo d'une migration, de la pose d'un tag. Donc on va poser un tag un container server-side et puis mettre un tag GA4 et puis un tag de Facebook Conversion API. Le but, c'est un peu de rentrer dans l'outil et puis aussi de voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est pas très compliqué en fait, quand on sait faire. Et puis après, on parlera un peu plus de gestion de projet, c'est-à-dire comment on gère un projet de migration, comment ça se passe, etc. Donc encore une fois, je répète, vous avez donc le chat et plus pratique pour les questions, vous avez le petit onglet questions en bas à droite. Vous pouvez les mettre dedans. On va plutôt prendre les questions à la fin, sauf si Romain, par exemple, tu vois qu'il y a des questions qui méritent une réponse tout de suite, on le fera sans problème. Donc, pour nous présenter, donc, moi, je suis Nicolas Cholet, je suis le fondateur d'Unnest, qui est une agence de conseil en data marketing, et je suis accompagné de Romain Amar, qui est lead consultant en tracking, c'est-à-dire qui dirige l'équipe en charge du tracking et de la web analyse chez Unnest. Bonjour à tous. Et puis Romain Barthes, qui est le fondateur et CEO d'Addingwell, qu'on va vous présenter aussi tout à l'heure, qui est une solution qui permet de manager justement ces containers GTM. Et bonjour à tous. On va démarrer par la petite présentation de qui on est. Alors d'abord Unnest. Donc Unnest, on est une société de services, de conseil. On vient renforcer les équipes marketing avec des expertises techniques et data. Donc concrètement, sur quoi on intervient? On intervient sur les aspects de collecte, donc Tag Manager, Analytics et puis d'autres outils également. On intervient ensuite sur des sujets de data ingénierie, c'est-à-dire qu'on va brancher différentes sources de données, l'analytics, les ads, les données first party, par exemple les transactions, les données de clients, etc. Et on va mettre ça dans un data warehouse. En général, nous, on travaille beaucoup avec Google BigQuery. Et derrière, l'usage de ça, il y en a plusieurs. Le premier usage, c'est tout ce qui est dashboard, donc pilotage, mesure de la performance du marketing digital. Puis on a aussi des cas d'usage d'activation, c'est-à-dire on va pousser de la donnée first party vers les outils, donc Facebook Ads, Google Ads, etc., les outils de marketing automation, pour créer des publicités plus personnalisées ou alors améliorer la mesure des conversions offline, par exemple. Voilà. Et on travaille avec plutôt des grands comptes, des scale-up ou aussi en sous-traitance de sociétés d'agences. Voilà. On est la société a 1 an aujourd'hui et on est bientôt une petite dizaine. Fin mai, on sera une dizaine. Et côté Addingwell, comme Nicolas le précédait dans l'intro, on est un service managé pour GTM server-side. Donc l'objectif, c'est de déployer des infrastructures pour héberger. Et avec la démo de Romain, on verra plus comment ça se passe demain, mais pour vous aider, vous accompagner dans le déploiement de ces projets. Ce qui est surtout à retenir côté plateforme, c'est qu'on est un service manager avec une équipe support, qu'on intègre des fonctionnalités qui permettent d'adresser les grands comptes et surtout des problématiques internationales ou multi-sites. Et on aide le web analyst dans le contrôle de ces différents tags. Aujourd'hui, c'est à peu près une trentaine de clients en France, plus d'1 milliard de requêtes mensuelles qui passent par nos serveurs et qui sont acheminées dans les différents tags qu'on citera tout à l'heure, GA4, Facebook CAPI par exemple. Et nous, notre métier, c'est surtout de vous assurer un taux de disponibilité le plus haut du marché pour que chaque donnée, chaque visiteur sur votre site internet, chaque event qu'il déclenche sur votre site internet arrive bien à destination pour améliorer le ROI des différentes campagnes médias. Pour démarrer, ce qui est toujours intéressant quand on parle de GTM server-side et surtout équilibrer tout le monde, c'est de remettre un petit peu le point de pourquoi on parle de server-side actuellement, pourquoi on parle de GTM plus particulièrement sur le server-side et à quoi ça sert. Je pense qu'on a tous des notions, on a tous lu déjà des articles, on a peut-être déjà tous vu quelques vidéos sur ce sujet du server-side et l'idée, c'est de remettre tout ça avant de démarrer la démo pour qu'on ait tous le même niveau. Je pense que ça, c'est un constat qu'on peut tous avoir.
c'est le sujet autour de la logique liée à la data que vous visualisez à l'intérieur de vos outils tous les jours. Et donc ça, vous l'avez, je me connecte à Google Analytics, j'ai une impression, j'ai un sentiment de données qui n'est pas forcément la bonne. Je regarde les outils ou les rapports de DataVis en attribution marketing, j'ai aussi une impression de manquer de data. C'est normal, ce n'est pas que lié à un contexte légal qu'on a tous en tête et notre fameux RGPD, c'est plutôt la tendance actuelle du marché de la data. Si on revient sur ce point pour vraiment bien mettre tout sur un seul axe, on a dans ces problématiques de data deux éléments assez forts. C'est un cadre légal à respecter, on en a parlé, le RGPD. Depuis le 31 mars, on a notre bandeau de consentement qui joue son rôle en permettant ou pas à l'internaute d'être suivi, traqué, avec différentes finalités. C'est un des sujets qu'on n'abordera pas aujourd'hui, puisque l'idée du server-side, c'est pas de vous rendre de vous prendre pour des pirates du web et de traquer tout ça illégalement. L'idée, c'est bien sûr de respecter cette partie consentement, mais c'est plutôt de naviguer dans les nouvelles contraintes, dans les nouveaux éléments qui sont liés à l'environnement technique. L'environnement technique, c'est quoi? Ça existe depuis un moment, c'est les adblocks qui sont intégrés sur différents navigateurs et qui aujourd'hui peuvent bloquer à tort ou à raison des sujets de tracking, y compris des outils d'analytics traditionnels qui permettent juste le comptage de nombre de visites sur votre site internet. On a toute la brique qui est liée à ITP, on en parle beaucoup, tout le monde parle beaucoup de Safari iOS avec le blocage des cookies tiers et la durée limitée des cookies first. Il faut savoir que cette partie Safari iOS, elle est plus large que celle-là. Elle est WebKit, elle est Firefox aussi. Je pense qu'en France, on parle beaucoup de Safari parce que c'est l'un des navigateurs qui est puissant sur le marché. Et on a tendance à oublier qu'on a quand même des parts de marché chez d'autres navigateurs qui sont exploités là-dessus. Et donc là, on perd de la donnée. C'est-à-dire que quand c'est un cookie tiers, on perd 100% puisqu'il n'est pas appelé. Et quand c'est un cookie first, en fonction de l'implémentation, on va avoir des durées de traitement, des durées d'analyse qui vont varier entre 24 heures et 7 jours. Et donc là, on peut se retrouver effectivement bloqué dans les logiques d'attribution multitouche, par exemple. Si mon cookie est remis tous les jours à 0 à 24 heures, c'est très compliqué de faire de l'attribution multitouche. Et on a tous en tête, et ça c'est intéressant, c'est qu'on parle tous beaucoup en ce moment du server-side parce qu'on a Chrome qui a annoncé la fin des cookies dans son navigateur en 2023, alors précédemment fin 2021, puis repoussé une deuxième fois, une troisième fois avec les éléments. Mais on voit tous aujourd'hui dans nos outils, j'ai l'impact GDPR que je peux quantifier dans ma CMP, combien il me manque de cookies, et j'ai de l'autre côté une fin prévue des cookies tiers. Sauf qu'entre deux, ma data, elle n'est déjà pas terrible dans les outils, et c'est pour ça qu'on va parler de server-side. L'idée du server-side, et tout à l'heure Romain et Nicolas en parleront encore mieux que moi, mais c'est vraiment de s'accrocher, d'aller sur cette partie-là en disant, en passant un tracking, en reprenant la main sur mon tracking et en utilisant des technos server-side, quelles qu'elles soient, je vais être en capacité de préparer le futur 2023. Je vais être capable de redresser, de récupérer des données fiables pour mes navigateurs, pour mes internautes utilisant Safari ou iOS. Et je vais être aussi en capacité de faire passer de la donnée, bien que mon internaute soit équipé d'un adblock. Donc, c'est de ça dont on parle aujourd'hui et c'est de ça dont on va vous faire la démonstration. Si je prends un exemple au quotidien dont on parle souvent, c'est Facebook. On a depuis cet été l'impression que les CPC sont en croissance. On a l'impression que le ROAS des campagnes est moins bon. Alors, ça peut être le cas. Il y a des campagnes, toutes les campagnes ne fonctionnent pas, bien évidemment. Mais si vos campagnes fonctionnaient avant et ne fonctionnent plus maintenant, c'est plutôt une raison de data et pas forcément une raison du réseau social qui est intégré. Je dis Facebook, c'est Instagram aussi, c'est Meta, c'est le même principe. C'est que pour fonctionner, les algos de Facebook ont besoin de votre donnée pour deux éléments. Soit pour attribuer les ventes via Facebook Business Manager, il faut leur envoyer les ventes, soit pour améliorer l'algorithme lookalike. Pour améliorer leur algorithme de campagne en retargeting ou en lookalike, vous avez besoin de leur fournir des données de visiteurs issus de vos sites Internet. Aujourd'hui, si on reprend le schéma que je vous ai présenté juste avant, on se retrouve aujourd'hui avec entre 20 et 40% de données en moins parce qu'il n'y a pas eu le consentement. Ensuite, la donnée des navigateurs et des internautes équipés d'adblock ne passera pas non plus chez Facebook. Et depuis, effectivement, ITP et les différentes moutures iOS, on a du mal aussi à transmettre la donnée de ces internautes-là. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a Facebook qui a d'un côté du mal à attribuer ses propres ventes pour vous mettre dans Business Manager les bonnes données d'attribution. Et d'un autre côté, il a du mal à faire tourner les algorithmes parce que vous leur transmettez trop peu de données. Et donc, c'est ce point-là qu'il va falloir changer.
Et c'est ce point-là qu'on va évoquer côté server-side, c'est comment aujourd'hui je passe d'un monde client-side vers le server-side. Et l'idée, à travers un petit schéma, c'est toujours plus intéressant de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Du coup, on va là d'abord en introduction technique expliquer un peu comment fonctionne GTM server-side, mais d'abord effectivement comment fonctionne GTM classique, on va dire. Donc Google Tag Manager, là que vous voyez en haut à gauche, en réalité c'est quoi? C'est un container qui va essentiellement charger les tags dans les bonnes conditions, donc au bon moment. Donc il va charger le tag de Facebook, le tag de Google Ads, le tag de Google Analytics, etc. Et finalement, il ne fait que ça. C'est-à-dire, vous avez des triggers qui font que il va charger un tag quand il y a une conversion, quand il y a une page vue, ce genre de choses. Mais à la fin, c'est bien le tag de la third party qui est chargé. Donc la conséquence, c'est que Facebook va poser un cookie, collecter un ID, collecter le navigateur, par exemple. TikTok va faire pareil, Google Ads va faire pareil, etc. Et donc, au final, vous avez plein de tags qui sont chargés. Donc, c'est un premier impact sur la performance. Ensuite, en fait, ils collectent chacun souvent un peu la même chose, donc c'est assez redondant. Et enfin, vous ne savez pas exactement ce que les tags collectent. C'est-à-dire qu'en fait, TikTok ne vous dit pas précisément ce qu'ils collectent. C'est assez compliqué de savoir comment ils le réutilisent entre leurs services. Donc, d'une certaine manière, dès que vous mettez un tag sur votre site, vous laissez une porte ouverte à des tiers pour l'utiliser de manière finalement un peu comme ils veulent, quoi. Le GTM server-side, c'est assez différent. Donc, en gros, à gauche, vous avez votre site web. Donc, sur votre site web, vous avez toujours un conteneur Google Tag Manager classique, on va dire. Mais au lieu d'avoir les tags de chacun des partenaires, vous avez un seul tag de collecte. Ce tag de collecte, il va déposer un ID, il va prendre le user agent, il va collecter les événements, les pages vues, etc. Et en fait, il envoie ça vers le container serveur. Donc, vous avez après là GTM Server Container, qui lui, en fait, va écouter les événements qui arrivent. Quand il reçoit un événement, il le processe et il envoie les données que vous avez configurées vers les différents outils. Donc, à Facebook Ads, il va envoyer des données de page vue avec un ID, à Google Analytics également, à votre CRM également, éventuellement avec un ID client, si vous avez remonté un ID client, ce genre de choses. Donc, l'intérêt, il est quand même... il y en a plusieurs, hein, on va en parler après, mais le premier, c'est quand même une sorte de simplification, c'est-à-dire que vous êtes le seul à faire la collecte, donc vous savez exactement ce que vous collectez et ce que vous envoyez vers les partenaires tiers. Donc c'est un autre des bénéfices. Exactement. Et puis c'est le point qui est important, c'est souvent on a tendance à simplifier GTM server-side avec un use case. On parle beaucoup de Facebook KPI parce que c'est un des sujets sur lequel Facebook a beaucoup appuyé, ou en ce moment on parle beaucoup de GA4 et je pense que chez Unnest en ce moment c'est beaucoup de demandes pour préparer la fin d'Universe Analytics qui a été annoncé à mi-2023. Mais le projet server-side, comme on l'a vu dans le schéma précédent, c'est un ensemble, c'est de se dire je vais passer dans le monde server-side et toutes les personnes qui ont besoin de la data pour travailler, qu'elle soit située au niveau du média, de l'analytics, des data warehouse ou du CRM, toute personne qui doit améliorer son ciblage, sa capacité de personnalisation avec la donnée du web, est impactée aujourd'hui par les contraintes liées aux cookies. Donc le server-side, c'est plus large que la partie simplement média ou analytics. Et après, d'un point de vue effectivement bénéfice, on a beaucoup cité l'amélioration de la collecte de données et du maintien du cookie dans les différents environnements de fin des cookies tiers. La web perf, naturellement, puisque ça, c'est un des bénéfices qu'on va déclencher au fur et à mesure. À chaque tag que j'enlève côté client expliqué par Nicolas et que je passe dans mon conteneur serveur, c'est du temps de chargement que je peux optimiser sur mon site internet. Et donc là, l'IT sera plutôt content. Et deuxième élément, les personnes du SEO, puisqu'on connaît le rapport entre la web perf et le SEO qui ont plutôt une très bonne influence. Je vais maîtriser du coup l'intégralité de mes flux vers mes partenaires tiers en maîtrisant ce que je décide de leur envoyer, ce que je décide de leur fournir comme données. Et ensuite, effectivement, je m'assure une collecte de données pérenne puisque on a tendance à écrire et à dire que c'est un peu le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est que avant tout le socle médias publicitaires analytiques se reposait sur les navigateurs et à chaque fois que vous aviez à prendre un nouveau partenaire, un nouveau prestataire, on vous fournissait un tag à mettre côté client, eh bien il va falloir s'habituer
à ce que ces tags-là, aujourd'hui, ne peuvent plus être posés côté client parce qu'il y a trop de contraintes au niveau de la data et qu'à chaque fois que vous allez chercher un nouveau partenaire, qu'il soit Media ou Analytics, on vous demandera de communiquer avec lui en serveur-to-serveur ou en server-side. Dans ces deux cas-là, eh ben, effectivement, si vous êtes déjà équipé d'une solution server-side, et GTM dont on parle aujourd'hui, vous êtes déjà prêt dans ce rapport d'échange de data pour 2023 et même dès à présent, puisqu'on verra qu'il y a déjà pas mal de use cases au travers de la démo. Justement, en parlant de démo, je pense que ce qui était important aujourd'hui, c'était de remettre le pourquoi, comment on est arrivé là et les différents bénéfices. Et on voulait, dans la thématique avec Unness, c'était démystifier ce sujet-là. Parce que là, on a parlé de bénéfices. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a envie d'activer ces bénéfices au quotidien. On a parlé technique parce qu'effectivement, on parle de migration du côté client vers le server-side. Et c'est ces mots-là qui peuvent souvent faire peur ou qui peuvent un peu refroidir tout le monde. Et ben, on a confié la mission à Romain de vous montrer en 10 minutes qu'au final, un sujet sur 2 use cases qui sont hyper intéressants, c'est pas si compliqué que ça. Et alors là, vous n'hésitez pas dans le chat à commenter si c'est trop compliqué. On reverra après les éléments avec Romain. Mais voilà, je te laisse, Romain, présenter cette partie-là. Donc, du coup, pour cette démo, on est parti d'une implémentation classique avec du coup un GTM classique et du coup un site e-commerce sur lequel on a installé notre conteneur. Donc là, on va simplement vérifier dans un premier temps que nos tags sont bien envoyés à notre serveur Google Analytics. Donc là, par exemple, on a une page vue. Ici, on retrouve du coup le tag de liste de produits. Si on clique sur un produit, on va bien avoir du coup nos tags qui vont se déclencher sur nos différentes pages. Donc une vue page par exemple ici et une vue produit. Et donc on va retrouver du coup, dans notre console notre hit qui est envoyé vers le serveur Google Analytics. Et donc tout naturellement, c'est une implémentation très classique, on va retrouver ces événements-là dans notre interface GA4. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va migrer du coup ces tags vers un conteneur server-side. On va voir que c'est pas très compliqué. Il suffit simplement de créer un conteneur server-side dans notre GTM. Au lieu de choisir web, on va aller dans l'option serveur. Et donc là, GTM va nous proposer 2 types d'installation. On va utiliser l'approvisionnement manuel de notre serveur de tagage puisqu'on va passer par Addingwell pour implémenter notre serveur. Donc ici, on va copier notre identifiant. Puis là, Addingwell va nous demander de spécifier notre URL. Et donc là, on va sélectionner notre sous-domaine. On va choisir stats.uns.co par exemple. Donc là, Addingwell nous propose de mettre à jour notre registrar avec l'entrée DNS. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver du coup avec un nouveau container, donc notre container server-side. Et puis vous allez voir qu'il est assez similaire à notre container classique, disons. La principale différence, elle se trouve voilà, dans notre onglet de navigation. On va retrouver cet onglet qui s'appelle client. Et je pense que j'ai juste m'arrêter quelques secondes pour expliquer un petit peu l'intérêt d'un client. Qu'est-ce que c'est un client? Comme Nicolas nous disait un petit peu plus tôt, un client, en fait, c'est une entité qui va se retrouver sur notre serveur et qui va écouter les requêtes entrantes, qui va les valider dans un premier temps, et puis elle va les transformer, les processer en objets de données standardisées, qui d'ailleurs va pouvoir être utilisé pour créer des balises, des déclencheurs ou des variables, comme sur notre GTM entre guillemets classique. Donc par défaut, GTM nous propose 2 clients, qui est Universal Analytics et GA4. Nous on va utiliser du coup le client GA4 pour implémenter nos différents tags. Il y a un autre onglet aussi sur lequel je voudrais m'attarder quelques secondes, c'est l'onglet du coup modèle, qu'on va retrouver également sur notre conteneur classique, mais vous allez voir dans un second temps qu'en fait, ils vont particulièrement être utiles par la suite, notamment sur l'implémentation en server-side. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que en réalité, on va migrer nos tags de côté client à côté serveur. Donc on va revenir sur notre conteneur client. Et là, tout simplement, on va aller dans nos balises. Et puis on va retrouver la configuration de base de notre tag GA4. Puis on va cliquer ici, envoyer au conteneur de serveur, et puis on va spécifier notre URL de conteneur de serveur. Donc on a renseigné un peu plus tôt, stats.nest.co.
On va enregistrer ici notre tag. On va le publier. Et là, en rechargeant notre page, on va se rendre compte que du coup, on a notre tag de collecte ici, qui est cette fois-ci non plus envoyé vers Google Analytics, mais qui est envoyé vers notre serveur, stats.honest.co. Et donc là, forcément, vu qu'elles ne sont plus envoyées vers Google Analytics, on ne va pas les retrouver. Donc pour cela, on va devoir faire une étape supplémentaire, mais qui est relativement simple, c'est qu'on va simplement reconfigurer notre tag dans notre serveur. Donc ici, on va renseigner notre ID de mesure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en tant que déclencheur, on va dire tout simplement, dès que tu entends une requête entrante de type GA4, donc un modèle de données GA4, on va envoyer ces données-là vers Google Analytics. Donc voilà, le trigger est très très simple. On va nommer ici notre balise, donc on va l'appeler GA4 server-side par exemple. On va enregistrer et puis on va voir ce qui se passe côté serveur. Donc ici on va recharger de nouveau notre page, donc on va retrouver notre tag de collecte qui se déclenche. Donc on voit à gauche nos différents événements, donc entrant. Et puis du coup ce qu'on a configuré c'est ça, c'est-à-dire notre tag GA4 qui va du coup effectuer un post, donc une requête sortante vers notre serveur Google Analytics. Donc là, on va retrouver directement du coup notre requête qui va être envoyée donc vers Google Analytics. Et donc, on les retrouve bien dans notre interface cette fois-ci, mais elle est passée du coup préalablement par notre serveur. Donc là, vous comprenez du coup que voilà, là, on a simplement migré nos données côté client vers côté serveur. On a un contrôle total des données avant de les renvoyer vers Google Analytics. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on aurait pu anonymiser des IP, prolonger la durée de vie du cookie. Donc voilà, il y a cette étape supplémentaire au milieu qui nous permet d'avoir un contrôle total sur ces données-là avant de les renvoyer vers Google Analytics. Vous allez voir en réalité que ça va nous permettre aussi de faire plusieurs choses, notamment voilà, à implémenter un nouveau tag. Donc là, on va passer sur l'implémentation du tag Facebook Conversion API. Donc là, c'est à ce moment-là que je vais retourner sur l'onglet modèle, qui est alimenté par la communauté par la communauté GTM, qui a créé du coup ce modèle-là de Conversion API de Facebook. Donc là, on va l'ajouter à notre espace de travail. Vous allez voir qu'en quelques clics, on va pouvoir configurer notre tag Facebook Conversion API. On va retourner dans notre onglet valise, puis on va configurer maintenant notre tag Facebook. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir entre plusieurs paramètres. On va simplement choisir les paramétrages par défaut. Puis on va sélectionner du coup les paramètres nécessaires pour notre tag Facebook, c'est-à-dire le token API, le pixel ID et le test ID. Donc on peut alimenter, donc enrichir notre tag si on le souhaite. Là, on va simplement l'envoyer directement et puis on va choisir le même élément, donc le même déclencheur, c'est-à-dire dès qu'on entend une requête HTTP entrante GA4, en fait, on va mapper ça avec notre tag Facebook. Donc là, on va regarder ce qui se passe côté serveur de nouveau. On va recharger la page. Donc là, on va avoir une vue produit par exemple, et puis on va faire un ajout au panier. Donc on va avoir deux événements ici, avec deux tags de collecte, un sur le vue produit, l'autre sur l'ajout au panier. Puis on va retrouver du coup ces éléments-là du coup dans notre serveur. Simplement, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on va envoyer le premier vers GA4 et le second vers Facebook, vers notre serveur Facebook. Donc là, on retrouve bien la nomenclature Facebook, view page, view content et add to cart. Donc voilà, en quelques clics, on a réussi à créer notre tag Facebook. Puis là, je voulais simplement vous montrer effectivement que c'est pas si compliqué grâce à la communauté du coup au modèle. Si on va sous le capot un petit peu, qu'on regarde comment ça se passe, en fait, le code de notre template nous a facilité énormément le mapping, puisque voilà, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque événement rentrant, on a nos événements GA4 qui sont mappés à nos événements Facebook. Et donc, en réalité, en quelques clics, juste en suivant ces instructions-là, on a réussi à créer notre tag Facebook API. Donc,
voilà, en quelques secondes, voilà, en moins de 10 minutes, on a pu configurer notre tag GA4 côté serveur et notre tag Facebook côté serveur également. Donc là, c'était une présentation, disons, à la fois assez rapide, mais en même temps, on ne voulait pas tuer les gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'interface. Donc le but quand même, c'est de donner un premier aperçu et de montrer finalement qu'en quelques minutes, là, on vient de passer d'un tracking GA4 classique à un tracking server-side. Donc on a à la fois installé le serveur conteneur, on l'a déployé sur notre sous-domaine stat.unnest.co grâce à Addingwell. Ensuite, on a mis en place un tracking GA4 et un tracking de Facebook Conversion API assez avancé, puisqu'en fait, on remonte quand même tous les events e-commerce, quoi. Donc, add to cart, remove from cart, l'achat, etc. Donc, sachant que là, on est sur un modèle Shopify pour la démo, mais ça peut marcher pour n'importe quoi, ça fonctionne de la même manière, quoi. Je pense que sur ce point, Nicolas, juste pour compléter, on a là, dans cette partie démo, résolu, entre guillemets, les deux enjeux où je pense qu'on a le plus de questions en ce moment. Depuis 3 semaines que Google a annoncé la fin de UA pour GA4, il y a un très très gros élan de marché à se dire il faut que j'installe une vue GA4 avant cet été pour conserver un an d'historique, parce qu'en WebA, on travaille beaucoup en N-1. Et donc, c'est un des sujets qui est important. Et Facebook CAPI, où on va commencer à avoir des études qui vont arriver, puisque c'est en train d'être déployé chez pas mal de clients et de grands noms aussi, donc des gros investisseurs médias, Meta. Mais quand Facebook promeut son tag, ils annoncent entre 11 et 26% de ROAS supplémentaire sur l'installation du tag. Voilà, l'idée au travers de ce complément d'information, c'est de se dire je veux bien faire les choses quand je suis WebA et donc j'ai envie de passer en server-side parce que j'aurai une véracité de la donnée collectée comme on l'a vu précédemment. Et en même temps, sur ce projet-là, pour motiver et faire venir le maximum de personnes en entreprise autour du sujet server-side, l'équipe média et l'installation de Facebook API est un excellent moyen aussi de prioriser ce projet dans des roadmaps data. Et par rapport, donc là c'est une démo évidemment, donc ça se fait en quelques minutes. Dans un vrai environnement de prod, évidemment c'est toujours un peu plus complexe parce que vous n'avez pas 10 tags mais 100 et il y a toujours des petites contraintes. La première, c'est quand même la gestion du consentement, qu'on ne traite pas ici, mais qui est finalement, en fait, il faut juste intégrer la CMP. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va passer dans le tag le statut, l'état du consentement, et en fonction de l'état du consentement, est-ce que la personne a consenti à tout, que aux statistiques, à rien, eh ben, on envoie les données au bon partenaire tiers. Donc ça, c'est le premier point. On pourra en parler un petit peu après, à la fin dans les questions si besoin. Ensuite, il y a un peu de configuration à faire. Donc ici, on a déjà, donc on a vu que le GTM, il est en sous-domaine, donc stat.unnest.co. Il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier, c'est pour passer une partie des adblockers et puis aussi la possibilité du coup de mettre les cookies en first party. Et donc du coup, ça permet qu'ils aient une durée de vie plus longue. Et puis après, l'autre point qu'on n'a pas fait ici, c'est qu'on va modifier aussi le nom du JavaScript. Donc au lieu de l'appeler gtm.js par exemple, on va l'appeler moncontainer.js. Là aussi, parce que sinon, il peut être bloqué par certains adblockers. Ensuite, il y a certains tags qui n'ont pas de configuration serveur aujourd'hui, soit parce que c'est un peu complexe. Par exemple, Snapchat aujourd'hui n'a pas de modèle qui est tout prêt, pas de template. Donc ça peut être un petit peu complexe. Donc souvent, on garde le côté classique. Ou j'ai vu dans les questions, par exemple, si vous avez un chatbot, il vous faut quand même à un moment donné que le chatbot il affiche la fenêtre de chat, quoi. Et donc, il faut qu'il ait du JavaScript sur le site et donc il ne peut pas être complètement côté serveur. Et puis après, vous avez un autre sujet qui souvent un peu bloque les gens ou fait un petit peu peur, c'est la gestion de la charge. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais passer mon serveur, mon GTM server-side en prod. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va tenir la charge? Est-ce que je ne vais pas perdre de la donnée? Donc là, vous avez plusieurs options. Soit vous passez directement par Google Cloud qui vous suggère de mettre 3 machines en parallèle pour justement gérer la charge et tout. Mais il faut un petit peu réfléchir, savoir si j'ai de la charge, est-ce que mes serveurs sont au bon endroit, parce que je peux avoir peut-être des clients
aux États-Unis, d'autres en Europe, etc. Soit vous dites, je passe par Addingwell et en fait, ils gèrent ça pour vous. Et donc, j'avoue que c'est quand même très pratique, mais ça, j'imagine que Romain, il nous en parlera un petit peu après. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté qui fait un petit peu peur parce que quand on est web analyste, en général, on n'est pas administrateur serveur, quoi, c'est pas le même métier. Et donc, on a toujours un petit peu de crainte. Maintenant, on va parler en gros, comment on va gérer un projet. Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est pas si compliqué. Donc, on peut se demander, mais qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus de gens qui passent plus vite vers GTM server-side? Donc, le premier point qu'il faut avoir en tête, qui fait des fois un petit peu peur, mais qui en fait n'est pas un gros sujet, c'est qu'il va falloir créer un sous-domaine. Là, on l'a un petit peu passé, mais à un moment donné, il va falloir envoyer un mail à votre administrateur serveur ou à votre infra ou autre, en disant, voilà, il faut créer un sous-domaine, par exemple, tracking.mondomaine.com, et donc, voilà les infos. C'est un prérequis. En fait, en réalité, c'est pas compliqué, et puis de toute façon, en général, vous devez le faire pour pas mal d'autres choses. Le deuxième point, c'est qu'il faut inclure les gens qui gèrent le paid, que ce soit à l'agence ou en interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont devoir participer au projet de migration, parce qu'on va mettre le tag de Facebook Conversion API, par exemple. Donc, ils vont devoir vérifier la remontée des données, comparer avec le tag classique, ce genre de choses. Donc, c'est important qu'ils soient dans la boucle le plus tôt possible. Et ensuite, nous, ce qu'on recommande, c'est de migrer les tags un par un. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on va placer GTM server-side, on n'enlève pas GTM classique, et on va mettre d'abord le tag GA4 en server-side. Ensuite, on met Facebook Conversion API en parallèle de la version classique, on mesure les écarts, puis après, si besoin, on coupe la version classique, etc. Donc, faire les choses, disons, progressivement. Puis ensuite, on a deux sujets qui ont des sujets de gouvernance, c'est-à-dire que comme GTM classique, en fait, il va falloir le faire évoluer. Et nous, ce qu'on constate souvent, c'est que c'est un des points bloquants, c'est un des points qui fait un petit peu peur, c'est-à-dire que, par exemple, votre agence de paid, il sait gérer un tag Google Ads dans GTM, mais en fait, ils ne savent pas toujours le faire sur GTM server-side, et donc, ils ont un petit peu peur, ils vont être un peu frileux et bloqués pour ces raisons-là, parce qu'ils ont peur de perdre en autonomie, quoi. La réalité, c'est que il faut se reformer, ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est quand même pas, on n'est pas perdu, l'interface, elle se ressemble beaucoup, les concepts sont quand même un petit peu les mêmes, mais quand même, c'est à prendre en compte pour qu'un maximum de gens aient de l'autonomie là-dessus, quoi. Si on se fait une petite conclusion, et en plus ça reprend différents éléments sur lesquels je suis en train de répondre dans la partie questions. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour faire un projet GTM server-side? Et je pense que Romain et Nicolas vous ont montré rassurer et prouver l'efficacité de ce type de projet. Et après, je pense qu'il suffit d'ouvrir LinkedIn un matin et se rendre compte que le nombre de thématiques autour de la fin des cookies, l'avenir de la programmatique, l'avenir des échanges avec les plateformes d'affiliation vont dans cette partie-là et dans cette construction. Il y a un des points qui vient dynamiser ce marché-là depuis fin d'année dernière, c'est la vulgarisation et la démocratisation par GTM server-side. Il faut savoir que GTM server-side, c'est 1 an et demi de bêta avant de sortir en fait officiellement en septembre l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est jeune et qui est mis dans les mains sur cette partie-là. Et ce qui correspond aussi à beaucoup de questions, c'est la partie tag et le ROI. Entre deux, quand je veux faire un projet, j'ai effectivement pourquoi on a fait le choix chez Addingwell de GTM. Je pense que c'est parce que c'est l'outil le plus populaire, c'est l'outil premier. Quand vous décidez de publier un tag, de faire un template de tag, vous allez plutôt le disposer sur GTM. Et au niveau mondial, c'est quelque chose qui possède une énorme communauté. Il vous faut des people, qui soient internes ou externes, bien formés, bien appuyés pour pouvoir mettre en place ces éléments. Comme Nicolas le disait, réunir un peu du média, un peu du trafic, un peu de la web. Je pense que c'est ces personnes-là. L'IT aussi doit être rassuré sur ces différents sujets parce qu'on va parler infra. Sur l'infra, vous avez différentes possibilités. Vous faites un service managé chez vous via Google, ou alors vous décidez, et c'est la première fois aussi que Google Tag Manager fait une solution et développe une solution gratuite en console d'administration et interopérable, c'est-à-dire qu'on peut l'héberger chez n'importe qui. Alors n'importe qui, pardonnez-moi l'expression, il va falloir faire quand même quelques confiance à cette partie hébergeur. C'est ce que nous, on fait côté Addingwell. Et donc, on vous met à disposition les serveurs sans que vous ayez de
tracas et de questions à vous poser sur combien de serveurs je dois monter, quelle configuration je dois mettre en place, est-ce que je vais absorber mes pics de trafic, Black Friday, newsletter, enfin tous ces éléments-là qui sont liés à cette partie-là où il va falloir garantir un taux dispo. Et le ROI de votre projet, il est lié au déploiement et à l'intégration des différents tags que vous allez mettre. Je pense qu'on en a dit, GA4, Facebook Capi font partie des cas d'école du server-side. On a la partie affiliation qui est en train de venir en server-side, puisque c'est aussi des personnes qui ont été très impactées par la fin des cookies sur Safari. Et on le verra chez d'autres au fur et à mesure des différents éléments. Donc, ça me permet aussi d'arriver sur cette partie tag. Nicolas vous en parlera un petit peu, mais la communauté est en train de se mettre en route. Les prestataires, les éditeurs sont en train de se mettre en route. Et donc, on va commencer à avoir de plus en plus de tags. Et Addingwell fait partie aussi des gens qui développent des tags pour accélérer la prise de position et la prise de marché de différents partenaires. Combien ça coûte? C'est aussi une des questions. L'idée, c'est d'être hyper transparent sur ce sujet aussi. C'est des choses que vous retrouvez sur notre site internet, mais ça vous donne un peu une estimation. Souvent, quand on sort d'un webinar, on se dit, bon, ça a l'air super, mais j'ai pas eu d'infos côté pricing. Ils sont publics. Le server-side, c'est pas un sujet qui est cher, entre guillemets, puisque on utilise GTM Server-Side qui est gratuit. Si vous utilisez vos people qui sont un peu formés, vous achetez un peu de formation chez des cabinets externes ou vous travaillez avec des partenaires comme Nest pour mettre en place et vous aider à câbler ces différents sujets pour éviter de prendre le sujet R&D entre guillemets et lecture de doc, puisque eux ils l'ont déjà fait. Et côté serveur, on a un modèle de facturation qui est lié en pay-as-you-go à la requête entrante sur le serveur. Ça correspond à peu près à votre volume de hits que vous collectez via GA, si vous voulez vous donner une estimation. Et donc ça démarre à 70 € par mois. C'est l'avantage de cette grille, c'est de se dire c'est pas parce que je suis petit que le server-side n'est pas fait pour moi, et c'est pas parce que je suis très gros que je suis obligé de le faire. À partir du moment où j'ai un site internet, que je fais un peu de Facebook retargeting, que j'ai besoin d'un analytics pour pouvoir décider, que ce soit GA, Matomo ou n'importe quel autre outil, il va falloir l'alimenter demain en server-side. Et donc, sur cette partie-là, ça vous permet de visualiser, pouvoir vous situer. Et bien évidemment, on est à votre dispo. Et vous pouvez tester gratuitement aussi notre outil. Ça, c'est une des forces aussi. Je pense que la démo de Romain, elle peut être réalisée assez facilement en ouvrant un conteneur serveur et en ouvrant une instance chez Addingwell. Est-ce qu'il vaut migrer maintenant? Ça, c'est une des questions et qui peut peut-être animer aussi notre débat de questions pour la suite. Oui, alors ce qu'on constate quand même souvent, c'est que le monde de l'analytics, il a quand même beaucoup changé. Donc, il y a eu évidemment le RGPD, etc. Donc, en général, tout le monde a mis en place une CMP, donc pour la gestion du consentement, plus ou moins bien d'ailleurs. Donc, souvent, il faut revenir sur le projet. Ensuite, probablement votre agence de paye, on vous a parlé de Facebook Conversion API, parce que notamment Apple a fait pas mal d'évolutions techniques sur iOS, sur Safari, etc. Et puis bientôt donc, sur les autres navigateurs. Donc vous êtes sûrement dans ce projet où vous l'avez terminé. Ensuite, maintenant, on vous explique que Google Analytics va finir par s'arrêter en juillet 2023. Donc il faut vite passer sur GA4 pour avoir un an de données quand ce sera le cas. En plus, vous avez probablement vu passer un sujet de la CNIL, donc une condamnation liée à l'usage de Google Analytics. On ne va pas forcément faire le débat ici, mais et donc vous vous dites, tiens, il me faudrait peut-être un outil exempté de consentement pour récupérer toute ma donnée, pour avoir un backup, donc Matomo, AT Internet. Et là, on arrive avec un sujet en plus, qui est GTM Server-Side. Pour moi, vous avez un peu deux options, Soit vous les prenez un par un et puis vous faites votre roadmap, soit vous le prenez plutôt dans l'autre sens, vous remettez à plat, vous dites, on passe en server-side, on en profite pour remettre en plat la collecte, c'est-à-dire quels sont mes besoins en interne en termes d'analyse, quels sont mes besoins en termes de tag de marketing, et puis on profite de ce projet pour tout remettre à niveau en fait. Parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, le tracking server-side, vous y passerez dans les 2 ans qui viennent, à mesure que les données vont s'éteindre et que tous les tags auront des conteneurs faciles à déployer, etc. C'est ma vision. Après, chacun fait comme il l'entend. Mais on va passer aux questions-réponses. Peut-être juste une déjà, que j'avais évidemment un petit peu préparée, mais qui sont en fait, quels sont les tags aujourd'hui qu'on voit déployer, ceux qui existent, Donc, en fait, vous avez déjà des tags de tracking. Donc, évidemment, il y a Google Analytics, UA et GA4 qui sont natifs.
Il y a Matomo qui est intéressant parce que Matomo étant exempté de consentement, en gros, vous avez Matomo server-side, vous avez quand même quelque chose de très robuste pour vous donner la vision exacte du nombre de visites avec les sources et par exemple le nombre de conversions. Je trouve que Addingwell a développé un modèle là-dessus, donc c'est assez simple à déployer. Ensuite, vous avez évidemment Google Ads et Floodlight qui sont les deux tracking de pub de Google. Facebook Conversion API, on l'a vu. Ensuite, vous avez pas mal de régies pub, hein, TikTok, Criteo, Awin, etc. Snapchat, aujourd'hui, le conteneur n'existe pas en server-side. C'est pas impossible, mais c'est pas si trivial que ça. Et LinkedIn, il y avait la question, à ma connaissance, il y a des tags, mais pas serveur. Ça doit être faisable aussi. Mais s'il n'y a pas de tag, c'est peut-être que c'est pas si simple. En tout cas, tout le monde finit par y passer assez vite, quoi. Et puis ensuite, vous pouvez avoir d'autres outils, donc des outils du type CRM, Spot, Intercom, Klaviyo, Mailchimp, etc. Donc là, l'idée, c'est plutôt pour envoyer des infos d'analytics et de tracking vers ces outils. Ça n'empêche pas, comme on disait, si vous avez un chat qui doit afficher une fenêtre de chat, de toute façon, il faudra charger un JavaScript, et donc vous devrez le faire côté client. Et puis là, j'ai mis un exemple, un truc qui est assez fantastique quand on aime la data, qui est écrire vers BigQuery. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez, plutôt que d'envoyer les données vers des outils, les stocker directement dans une base de données de Google, en fait, qui est BigQuery. Et derrière, imaginez plein de cas d'usage, d'analyse, propre outil d'analytics, etc. Donc, en gros, il n'y a pas encore tous les tags. Il y en a déjà quand même pas mal qui sont disponibles et les prochains vont venir assez vite. Ce qui manque encore, c'est plutôt les partenaires tiers qui, en général, n'ont pas la capacité de recevoir les appels serveurs ou en tout cas pas dans les bonnes conditions, quoi.